Bonjour à tous, merci de vous joindre aujourd'hui avec nous à cette discussion sur le virage technologique de la justice au Québec qu'on a connu depuis le début de la pandémie. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir messieurs les juges Marc-André Dagenet et Benoît Sabourin de la Cour du Québec. Donc, nous allons avoir la chance d'avoir la perspective de la Chambre criminelle avec monsieur Dagenet et la perspective de la Chambre civile avec monsieur le juge Sabourin. Je vais vous laisser vous présenter rapidement. Monsieur Dagenet, peut-être d'abord? Oui, alors bonjour à tous. Je suis juge à la Chambre criminelle dans le district de Laval, mais siégeant également dans les districts de Joliette et de Saint-Jérôme, et je suis juge depuis mars 2017. Monsieur Sabourin? Alors, bonjour à tous. Quant à moi, je suis à la Cour du Québec depuis mai 2013 à la Chambre civile, région de Laval-Laurentides-Lanaudière-Labelle, plus particulièrement rattaché au district de Laval. Le collègue Dagenet et moi travaillons donc dans le même palais de justice. Peut-être en plus, j'assume des fonctions de coordination. Donc, je suis juge coordonnateur adjoint pour la Chambre civile, pour la région de Laval, Laurentides-Lanaudière, ce qui m'a permis de voir d'encore plus près peut-être le choc technologique que nous avons vécu et les impacts de la pandémie. Alors, ça me fera plaisir aujourd'hui de vous expliquer où nous en sommes et où nous allons, et peut-être vous donner aussi la perspective un peu plus globale de la Cour du Québec en autant que c'est possible, parce que vous verrez que parmi les choses que je note, c'est peut-être difficile pour les avocats en ce moment de se retrouver dans ce labyrinthe de pratiques différentes dans chacun des palais de justice. Donc, ça me fait plaisir d'être ici. De revenir aussi dans le giron de l'Université de Montréal. Je suis un diplômé de l'Université de Montréal aussi depuis 1991. Alors, je suis très content de revenir m'adresser et travailler avec vous. Merci. Nous aussi, on est très contents de vous recevoir. Donc, nous allons commencer, justement, on va commencer par une question de bilan. Donc, on est en novembre et il y a eu quelques mois assez intenses depuis le début de la pandémie avec ce virage un peu sec technologique dans le milieu de la justice en particulier. Donc, quel bilan vous faites des incidences de la crise et en quelques mots sur la gestion des procédures judiciaires d'une part et sur l'administration de la justice en général? Tu me laisses aller, Oui, Marc-André? Ça va? vas-y. Ah, Ben, écoutez, peut-être la toile de fond d'un bilan ou d'une introduction, c'est qu'on n'avait jamais arrêté le système judiciaire. Historiquement, c'est la première point qu'on disait. Monsieur Sabourin, je pense qu'on a quelques petits bugs. Alors, oui, Oui, je ne sais pas si de mon côté, vous m'entendez toujours. ça va Ah oui, mieux? nous, on vous entend très bien. C'est monsieur de Sabourin qui est. Je suis Voilà, alors Les ça, c'est aléas de la au technologie. bureau. Alors, est-ce que ça va c'est mieux, ça. là? C'est une des problématiques que nous avons dans le système de justice, c'est les connexions à l'intérieur des palais de justice. Alors, monsieur Sabourin, on réessaye. Je pense que vous pouvez Commencer. Oui, c'est ça. Je vais prendre le relais et Benoît va se reconnecter possiblement. C'est ça. Donc, comme je ne sais pas si tout le monde l'a entendu, mais comme le disait Benoît, une des choses qui a été très marquante dès le départ, ça a été l'arrêt complet du fonctionnement ordinaire de la Cour. Donc, nous sommes passés du jour au lendemain à la mi-mars dans un mode où seules les activités d'urgence étaient traitées par les tribunaux. Les avocats ne pouvaient, en chambre criminelle en tout cas, ne pouvaient plus se présenter sur les lieux. On limitait la place dans les salles à un avocat. Alors, on a eu une petite coupure. Ah non. Oui. C'est peut-être moi, en fait, qui ai eu une coupure. D'accord. Est-ce qu'on nous entend toujours? Là, je vous entends très bien, oui. D'accord. Alors donc, c'est ça. Donc, dès le départ, on a dû limiter le nombre de places dans les salles de cour à un avocat de la couronne, un avocat de la défense qui représentait l'ensemble de ses collègues, et aucun justiciable n'est entré en salle de cour entre, je dirais, le mois de mars et environ le début du mois de juin, sauf des circonstances très exceptionnelles. Il faut comprendre également qu'en parallèle avec le fonctionnement du système de justice, le fonctionnement des systèmes carcéraux
ont aussi été chamboulés parce que eux devaient gérer de leur côté la mise en quarantaine des prévenus qui rentraient dans les établissements ou encore certaines éclosions dans certaines ailes d'incarcération, ce qui a fait en sorte que les transports entre les centres de détention et les palais de justice ont été interrompus pendant très longtemps. Et on est maintenant revenu à la normale grâce à la technologie en partie, mais le plus gros impact de la pandémie, outre les changements technologiques qu'on verra tout à l'heure, a été cette interruption, comme le disait Benoît, là, des services, outre les services d'urgence en chambre criminelle, donc les enquêtes pour mise en liberté, notamment. Monsieur Sabourin, du coup. Suis-je de retour? Oui. Ça va, vous m'entendez bien? Donc, je rebondis sur le fait que cet arrêt complet, on ne l'avait jamais vécu. Il y a eu certainement, je dirais presque un effet traumatique là, sur certains des collègues qui, en soi, sont des machines à rendre la justice, donc sont des gens qui aiment travailler, qui aiment rendre service. Et dans les faits, tout ce qu'on a conservé comme activité à la Chambre civile pour la région dans laquelle je travaille, et c'est répandu dans les autres régions, c'est les services d'urgence, un peu comme c'est le cas en criminel. Et dans les faits, on a fait des gardes en établissement en matière de santé mentale jusqu'à peu près au début juin. Dans cette période, très peu de services étaient offerts et ce qui était considéré comme une urgence, une liste était mise à jour à peu près à toutes les semaines, à tous les mois. Ce qui est particulier, c'est que les moyens technologiques ont permis, après une décélération très rapide, nous ont permis d'accélérer et de revenir au moment où on se parle à peu près à la même vitesse que nous avions avant la pandémie. Et les moyens technologiques sont certainement une des clés là, du succès de ce redémarrage. Évidemment, dans le bilan qu'on fait aussi, c'est que cette expérience que nous avons tous vécue nous a démontré qu'on est capable de faire un changement rapide, puis de faire un changement en profondeur dans le système judiciaire. Et parfois, j'arrive même à me demander si on aurait pu faire ces changements-là sans être forcé à les faire comme la COVID nous a forcé à les faire. Alors, le bilan est dans tout ce qui est négatif, le bilan est positif parce qu'on a maintenant la certitude qu'on est capable de faire des changements technologiques et avec un certain succès. C'est très positif. Et du coup, est-ce que le retard engendré au début de la crise a pu être absorbé par le virage technologique? Du côté de la chambre criminelle, bien évidemment, la réponse que je vais vous donner est spécifique là, au district dans lequel moi je siège. Je sais que c'est à géométrie variable parce qu'il y a différents enjeux locaux qui, bien sûr, entrent en ligne de compte. Mais de notre côté, outre des cas bien spécifiques où des dossiers qui étaient prévus pour le mois de mars ou le mois d'avril n'ont pas encore été résolus, dans la plupart des cas, nous sommes revenus, comme le disait Benoît, à une vitesse de croisière ordinaire et les dossiers qui avaient été retardés ont été traités et on traite au quotidien maintenant, du moins dans ma chambre, là, le même nombre de dossiers qu'on traitait auparavant. Et la technologie, la présence virtuelle aide certainement parce que si tout le monde qui devait se présenter en salle de cours le faisait en personne plutôt qu'en virtuel, on aurait des problèmes de capacité dans les palais de justice. Je sais qu'il y a certains palais de justice dans la région de Montréal notamment où ils doivent encore gérer le trafic là, et faire en sorte que les gens quittent le palais pour que d'autres puissent entrer. Ce n'est pas le cas à Laval. On a la chance d'avoir un palais qui est somme toute assez grand pour accommoder tout le monde. Mais ceci dit, oui, de notre côté, le rythme de croisière est reparti, là, est arrivé. Pour la Chambre civile, il y a deux mondes. Au niveau des dossiers de la division régulière, je vous dirais que l'impact a été moins important. On a constaté que les avocats, malgré le fait qu'ils étaient tous ou presque en télétravail, dans certains cas, dans un contexte de mise à pied même du personnel, on continue à travailler et les dossiers ont continué à se régler. Il a continué à avoir des discussions dans certains cas. Et au moment où la pandémie nous a presque immobilisés, les délais en matière civile, donc en division régulière, étaient vraiment excellents, là, je dirais, et ça, c'est une tendance qui est provinciale. On parle d'un délai inférieur à
8 et 12 mois à partir du moment où la demande d'inscription pour instruction et jugement est déposée. Alors, de ce côté-là, ça a été quand même, je ne dis pas que c'est résorbé, mais l'impact est vraiment, vraiment minime par rapport au dossier de petites créances. Et lorsqu'on parle d'accès à la justice, en cas des petites créances, évidemment, là, c'est un peu catastrophique l'impact parce que dans certains cas, les délais d'audience sont probablement doublés. La machine a complètement arrêté. Les demandes ont cessé d'être traitées. Et évidemment, je dis toujours aux petites créances, c'est une source infinie de travail pour les juges de la Chambre civile de la Côte du Québec. Alors, notre défi actuellement est là. Et le défi est aussi dans le fait que ces justiciables non représentés sont peut-être plus difficiles à fédérer, à organiser. Et les moyens qu'on a actuellement pour faire en sorte que ça fonctionne sont pas tout à fait au point. Et on y reviendra sur certaines autres questions que vous nous poserez. Donc, à ce stade-ci, là, si c'est nécessairement des avocats que je m'exprime, je pense que la perception, c'est que la machine est repartie et, comme on dit, we're back in business. Donc, tout le monde refait à peu près ce qu'il faisait avant et dans des délais très acceptables. Parfait. En fait, c'est très positif. Ce virage technologique a été finalement positif. Disons que la pandémie a apporté du bon finalement. En termes de technologie, finalement, quels sont les changements majeurs qui ont été apportés aux procédures? Et est-ce que vous pouvez nous partager des expériences concrètes qui ont été influencées par ce virage? Oui, alors rapidement, je pense que la principale solution qui a été mise en place, c'est une solution de présence virtuelle. On a commencé, je pense, après quelques semaines, à pouvoir tenir des audiences avec une plateforme qui s'appelait WebRTC, qui, depuis ce temps-là, a été remplacée par une autre solution fournie par le ministère de la Justice, qui est fondée sur l'application Teams de Microsoft. Et ce que ces plateformes-là ont davantage par rapport à ce qui existait avant, parce qu'on avait de nombreux équipements de visioconférence dans les salles de cours, dans certaines salles de cours. Et l'avantage que ces deux plateformes-là nous ont apporté, c'est de la flexibilité quant à l'accès. Donc, les plateformes en criminel auparavant de visioconférence étaient surtout utilisées à partir de locaux externes, mais qui appartenaient au directeur des poursuites criminelles et pénales pour permettre le témoignage à distance de plaignants plus vulnérables, des enfants, des victimes de violences conjugales, des choses comme ça. L'ajout de ces solutions-là où la capacité d'accès est beaucoup plus grande, c'est-à-dire que n'importe qui a un téléphone cellulaire, un iPad ou un ordinateur avec une caméra, ou même le téléphone permet d'accéder à ces plateformes-là, a fait en sorte de démocratiser l'utilisation de ce type d'outils-là. Donc, plus besoin, si on est avocat, de s'installer un système de visioconférence coûteux. Tout appareil qu'on a rapidement à disposition nous permet de participer à une audience virtuelle. D'un, et de deux, c'est que ça donne beaucoup plus de flexibilité sur la présence des témoins en salle de cours. Et vous nous demandiez des expériences personnelles. Entre autres, moi, j'ai fait une enquête préliminaire qui a duré à peu près une semaine, où j'ai eu des témoins qui ont témoigné de Détroit, de la région de Détroit, et dans un autre cas, du Liban. Et bien évidemment, auparavant, ces gens-là n'auraient soit pas témoigné, auraient témoigné par un moyen où on dépose leur déclaration, par exemple, alors que là, ils ont pu être entendus de vive voix, contre-interrogés comme il se doit, et ça donne donc, et ils n'ont pas eu besoin de communiquer, par exemple, avec les services locaux de police ou de justice pour avoir accès à notre salle de cours. Et donc, ça, c'est un grand avantage. Et également, ça permet à la publicité des débats. Donc, les journalistes qui veulent suivre une audience peuvent maintenant le faire de leur bureau, n'ont plus besoin de se déplacer dans les palais de justice pour suivre une audience. Et dans un des dossiers que je mentionne, il y avait un journaliste qui a été présent tout le long de l'audience et qui pouvait donc rapporter ce qu'il voyait sans avoir à se présenter en salle de cours et accaparer donc un espace là, qui sinon serait allé injusticiable. Donc ça, c'est un grand avantage qu'on a eu avec l'addition de ces plateformes-là. Je vous dirais aussi que le grand changement, c'est un changement d'attitude du système judiciaire.
puis de cette espèce de préjugé que la justice ne peut être rendue qu'en personne. Il y avait une conviction, j'utiliserais peut-être même le mot dogme, à l'effet que la justice à distance ou avec des témoins qui ne sont pas physiquement présents dans la salle, ce n'est pas une justice comme les autres. Or, par nécessité, on a dû tenter l'expérience de façon plus intense. Et maintenant, on se retrouve dans une certaine inversion de cette perception-là. Et maintenant, on ne pourra plus envisager l'organisation des tribunaux, l'organisation des activités judiciaires sans permettre aux parties, et indépendamment de la COVID, là, de participer à distance. Il y a plusieurs activités judiciaires qui s'y prêtent bien. Je pense notamment à la pratique civile, donc aux séances de pratique civile dans certaines régions où elles sont plus rares. Donc, souvent, la journée en question à laquelle cette séance a lieu n'est peut-être pas une journée où les avocats sont disponibles, alors que si on ne leur impose pas un déplacement, bien, leur participation est plus facile. Puis évidemment, la gestion d'instance, c'est la colonne vertébrale du Code de procédure civile tel qu'on le connaît depuis sa nouvelle mouture. Et on se rend compte qu'effectivement, dans près de tous les cas, les gestions d'instances peuvent être faites en mode virtuel avec beaucoup de succès et sans beaucoup de contraintes. Donc, encore une fois, il y a certainement une économie pour les avocats et les clients implicitement. Et l'organisation de ces sessions-là ou de ces séances de gestion est beaucoup plus facile. Et l'autre chose, ou l'autre dogme qui a été un peu abattu, c'est le fait que la médiation ou les CRA, les conférences de règlement à l'amiable, il était difficile d'envisager qu'on puisse les faire à distance. Et par ailleurs, on a commencé à le faire, la Cour supérieure, et je leur lève mon chapeau. Là, on amorcé ce mouvement-là que nous avons suivi assez rapidement à la Cour du Québec. Et actuellement, il est possible de tenir une CRA en mode virtuel via la plateforme Teams, encore une fois. Donc, des changements très concrets qui vont, je pense, influencer nos pratiques judiciaires et notre organisation du travail, et ça même quand la COVID sera terminée. Ben, c'est encore très positif. Je suis assez impressionnée de ces résultats positifs. Je tiens à rappeler au public qu'ils peuvent poser des questions directement dans la box, dans la boîte questions-réponses. Voilà. Et donc, ben, je vois très bien que c'est positif. Donc, quelle a été la réception par la communauté judiciaire donc, de ce virage technologique et également des justiciables, et comment vous avez géré cette virtualisation finalement? De notre côté, à la Chambre criminelle, je vous dirais que je n'ai eu à gérer aucune insatisfaction. C'est-à-dire l'arrêt complet qu'on a eu à vivre a entraîné donc, je pense, une participation immédiate, là, dès qu'on a permis aux avocats de se représenter en salle de cour, mais de façon virtuelle. Ceux-ci ont sauté sur l'occasion de le faire parce que, bien évidemment, on a permis aux procureurs de revenir en salle de cour virtuellement avant qu'ils puissent retrouver les salles de cour de façon physique. Et donc, dans la grande majorité des cas, au niveau des avocats, ils ont trouvé le moyen de s'équiper convenablement parce que c'est une chose, la plateforme est assez flexible. C'est une chose d'y accéder, mais il faut également faire en sorte là, que la présence à la cour soit fonctionnelle. Donc, il faut s'équiper de meilleurs appareils, peut-être, d'un micro, d'écouteurs, des choses comme ça. Ils ont, en tout cas dans notre district, tous participé là, activement à faire en sorte que le tout fonctionne bien. On a eu à former, bien évidemment, les juges qui n'avaient jamais fait ça auparavant. Donc, on a mis en place rapidement un programme de formation dans les différents districts et dans les différentes chambres pour faciliter l'accès aux nouvelles plateformes. Et je pense qu'à la Chambre criminelle, un des grands gagnants de ça, ce sont les prévenus qui maintenant peuvent aller faire leur présence à la cour, donc une comparution, pas pour les procès, là, parce que contrairement à ce que Benoît disait tout à l'heure, nous, les procès
à distance avec des prévenus en centre de détention, je ne pense pas que ce soit quelque chose de très fréquent, mais pour les nombreuses présences à la cour qui précèdent un procès ou une audience au fond, ça a permis aux prévenus de ne plus avoir à être déplacés en palais de justice. Et donc, ils peuvent vaquer à leurs occupations normales, faire leur présence à la cour en 5 minutes environ, communiquer avec leur avocat par ce biais-là et retrouver leur milieu de vie normal rapidement, alors qu'auparavant, le déplacement au palais de justice impliquait de nombreuses fouilles, une journée complète de transport, donc du matin très tôt au soir, des repas manqués et des activités manquées également en centre de détention. Donc, pour eux, ça a été un gros avantage, je pense, de voir cette virtualisation arriver. Pour répondre à votre question, je vais mettre mon chapeau de coordonnateur adjoint pour la Chambre civile. Puis évidemment, dans ce contexte-là, je pouvais partager régulièrement les expériences de mes collègues des autres régions. Évidemment, on s'est retrouvés dans un mode de gestion d'un grand changement, d'un changement qui ramenait les participants ou les acteurs principaux souvent à leur propre carence en technologie, qu'elle soit de connaissances ou qu'elle soit d'équipement. Puis il faut comprendre qu'on s'est retrouvé aussi avec des outils comme WebRTC et Teams qui n'étaient pas conçus pour tenir des audiences, des procès en soi. C'est des outils qui ont été conçus pour permettre le travail partagé, permettre la communication à l'intérieur d'une équipe. Mais on s'entend sur le fait qu'un procès, évidemment, comporte plusieurs actions de communication. Il y a quand même un juge qui mène le débat et parfois on se retrouvait dans des situations où on n'avait pas tous les outils pour assumer une saine gestion de l'audience. Par exemple, fermer le micro d'un justiciable qui nécessairement intervenait à un mauvais moment, ou encore vider une salle virtuelle alors qu'un dossier suivant s'amenait et que certaines personnes y restaient. Donc, il y avait aussi certains enjeux en jeunesse où la confidentialité est particulièrement importante. En fait, c'est la loi, là, les audiences sont confidentielles. Donc, on a géré ces écueils les uns après les autres. Donc, je dirais que ça a été difficile. Là, et l'autre élément, c'est que la communauté juridique mettait une certaine pression. On avait interrompu les activités judiciaires, interrompu la possibilité pour certains avocats et avocates de gagner leur vie. Alors, évidemment, quand on a commencé à évoquer la possibilité de reprendre les activités, ben, on a eu rapidement des partenaires précieux et une collaboration exceptionnelle, et c'était dans l'intérêt de tous. Quant aux justiciables, évidemment, puis si on regarde en fonction de la Chambre civile, ben, lorsqu'ils étaient représentés, ils étaient bien soutenus et par rapport au dossier de petites créances, ben, on a fait le pari, en tout cas dans ma région, de plutôt attendre d'être capable de le faire en présentiel, donc en personne, ce qu'on a fait à compter du mois de juillet, nous, de notre côté, de la mi-juillet. Mais encore une fois, on ouvrait la possibilité aux justiciables de participer à distance ou de faire témoigner leurs témoins à distance aussi dans ces cas-là. Donc, je dirais que ça a été bien reçu, puis ça a été un soulagement, mais ce fut un processus qui n'était pas de tout repos. Eh bien, merci. J'ai 3 questions du public qui font assez écho à mes prochaines questions, donc je vais les poser dès maintenant. Comment la gestion des documents, dossiers s'est faite dans un contexte virtuel, donc dossier, épreuve électronique en fait? Oui, c'est la grande difficulté, je crois, des audiences virtuelles, c'est la gestion de la preuve, l'administration de la preuve. Pour la poursuite en matière criminelle, ça fonctionne somme toute assez bien parce qu'ils ont l'habitude d'administrer de la preuve et de préparer leur dossier un peu à l'avance. Donc, il y a de la conversion en PDF qui doit se faire et du dépôt électronique des pièces au dossier de la cour, mais habituellement, les procureurs de la couronne sont en salle de cour et donc ont accès au dossier de la cour. Donc, c'est beaucoup plus difficile lorsque la preuve qui est administrée est seulement disponible sur papier ou encore dans un format qui n'est pas prêt pour être diffusé en salle de cours. Les plateformes que nous avons, et là, Teams maintenant, permettent la diffusion
d'images, de vidéos, de son également, là, si on a une bande audio. Mais Benoît le disait, la capacité des acteurs est la grande limite dans cette administration de la preuve. Donc, il faut avoir une certaine maîtrise de la technologie pour administrer cette preuve-là. Et c'est la grande difficulté. Parce que la présence devant la caméra, ça va quand même assez bien. Mais la gestion de la preuve, c'est la grande difficulté. On a des avocats et des parties qui sont très à l'aise. Et je vous dirais que la grande majorité ont de la difficulté avec cette partie-là. Et à raison, ce n'est pas des plateformes, comme le disait Benoît, qui sont idéales pour ça. Et donc, il faut rendre, au niveau des juges, ce qu'on doit faire, c'est rendre des ordonnances pour forcer le dépôt des pièces au dossier de la Cour, bien évidemment, parce qu'il faut qu'on pense tout le temps à la pérennité des dossiers, aux appels et aux choses comme ça. Donc, on rend des ordonnances pour imposer aux parties de déposer leurs pièces en format électronique au dossier de la Cour par la suite. L'idéal, c'est des dépôts à l'avance. Cependant, bien évidemment, le droit au silence et le droit des accusés en matière criminelle de ne pas dévoiler leur défense tant que la preuve de la poursuite n'est pas complétée, fait en sorte qu'on ne peut pas exiger, dans le fond, que leurs pièces soient déposées à l'avance. Et donc, c'est, comme je le disais, la grande difficulté là, de notre côté. Je dirais que la limite de toute évolution de l'audience virtuelle, c'est l'impossibilité pour la machine d'automatiser le traitement de l'information. Et c'est le papier en soi, si on le résume. C'est que le papier fait en sorte qu'il faut organiser l'audience de façon encore plus importante. Donc, le besoin de gestion est plus grand. Et évidemment, parfois, surtout en matière civile, on se retrouve parfois avec des demandes de nature urgente et qui font en sorte que la production de ces documents-là est difficile. Puis parfois, c'est même impossible de les produire parce qu'on est on est soi-même comme avocat en confinement ou on n'est même pas à notre bureau. Et à notre bureau, il y a 20% du personnel qui s'y trouve. Alors, il n'y a pas eu, malgré l'ouverture de cette possibilité-là, il n'y a pas eu de facilitation quant à la production des documents. On est encore confronté à un petit… Ça s'est géré, je vous dirais, à la pièce, cas par cas. Évidemment, l'implantation du comme je vois que… Est-ce que ça… Bon. On a encore un petit problème de connexion, je pense, avec vous, M. Sabourin. Bon, oui. Ah. C'est une connexion, et oui, ça revient de temps en temps, mais… Voilà. Ça revient de temps en temps, mais pas de façon satisfaisante. Je pourrais me reconnecter peut-être. Je laisserai peut-être Marc-André finir ma phrase. Ou passer à la prochaine question. Voilà. Ah oui, ça va, bon. Voilà, passer à la prochaine question. Juste, je voulais vous préciser… Au laboratoire, donc, je vais conclure. On l'a géré effectivement à la pièce. Il y a le greffe numérique qui a commencé à fonctionner le 15 juin, mais ça ne répond pas aux besoins de l'audience elle-même et aux besoins de produire ces documents-là. Alors, je vous dirais que c'est quelque chose sur quoi on va travailler si on continue à aller dans le sens d'audience virtuelle. Et il faut aussi que les tribunaux donnent des instructions plus claires aux avocats et c'est à l'usage en ce moment qu'on s'en rend compte. Et je pense que c'est un objectif que nous nous fixons pour début de l'année 2021. On clarifiera ces règles-là puis permettra aux avocats de comprendre mieux les règles liées à la production de documents. Mais c'est une difficulté et la question est excellente. Alors, au laboratoire, on travaille sur un projet justement qui va permettre la gestion de la preuve à distance, qu'on appelle ISA chez nous, interface de salle d'audience, mais on n'est pas encore prêt, mais on espère un jour pouvoir vous soumettre cette technologie. Pour les questions d'audience, justement, restons dessus. J'ai deux questions que je vais fusionner. Donc, estimez-vous que l'appréciation de la crédibilité des témoins est plus difficile en visioconférence? Et pour les audiences virtuelles, est-ce qu'il y a des critères ou des conditions pour en bénéficier? À la Chambre criminelle, c'est évident que la grande majorité des dossiers ont une composante d'appréciation de la crédibilité comme question centrale. C'est bien rare que les dossiers que nous traitons en première instance portent principalement sur des questions de droit. Il y en a, mais la plupart du temps,
c'est ce qu'on appelle des WD, donc des questions de version contradictoire. Et c'est une des raisons pour laquelle je disais un peu plus tôt que dans la plupart des cas, les procès où ces questions sont centrales ne se tiennent pas en mode virtuel. On a certains témoins particuliers ou qui sont des témoins qui sont requis pour que le ministère public ou encore la défense puisse faire leurs preuves, mais où l'appréciation de leur crédibilité n'est pas centrale au débat, qui se prêtent à ça. Et donc, par exemple, dans les exemples que je donnais plus tôt, c'était des témoins qui ont été entendus à distance où leur crédibilité n'entrait pas vraiment en jeu. Mais dans la plupart des cas, les avocats de la défense vont exiger un procès en réel pour que le juge puisse avoir devant lui, comme avant, là, comme d'habitude, tant le plaignant que son client. Et donc, je vous dirais que la majorité des cas de procès ou d'audience contestée en criminel ne se prêtent pas à la visioconférence. C'est vraiment des types de preuves bien particuliers. Une preuve technique, par exemple, un médecin qui vient, un expert qui vient relater son analyse, ou encore des témoins requis mais non essentiels où ça se prête bien par le mode virtuel. Mais la majorité des cas, ça doit se faire en présentiel. L'autre question qui ne se prête pas à ça, c'est toutes les questions d'identification. Lorsque l'identité de l'accusé est débattue et où la personne qui l'a vu ne connaît pas la personne, bien là, c'est certain que tant la poursuite que la défense vont certainement exiger que l'identification se fasse en personne en salle de cours et non pas à travers une caméra. Et l'autre difficulté qu'on rencontre par rapport au témoignage virtuel, c'est le contrôle de l'environnement dans lequel le témoignage se fait. Donc, on pose des questions aux témoins à savoir est-ce qu'ils sont seuls dans la pièce, est-ce qu'ils ont des documents sous les yeux, des choses comme ça, mais c'est extrêmement difficile de contrôler ça ou d'avoir une réponse clair à ces problématiques-là. Et donc, le fait que le témoignage soit teinté par quelque chose d'externe, ce qu'on constate lorsqu'on est dans une salle de cours, est une limite à ce mode de présence en salle de cours. Je vais commencer par répondre à la deuxième question et ça m'amènera, vous allez voir, à répondre à la première. Ce qui permet actuellement à une audience virtuelle, le mode de gestion qu'on a choisi ici localement, c'est de laisser le juge qui procède à l'instruction le pouvoir de décider du cas dans lequel l'instruction aura lieu. Donc, dans certains cas, ça relève d'arguments que les avocats peuvent présenter de part et d'autre. Et lorsqu'on arrive à identifier qu'un témoin, par exemple, est un témoin de fait pour lequel la crédibilité n'est pas nécessairement en cause, on pourra procéder dans un mode, de façon bimode. Il pourrait y avoir à ce moment-là des témoins ou des acteurs dans la salle et ce témoin-là pourrait être entendu à distance. Mais dans chaque cas, l'approche que nous avons, c'est de faire en sorte que le juge qui procède à l'instruction décide de cette question. Ce n'est pas systématique, donc il n'y a pas actuellement, en tout cas pour ma région, d'audience systématiquement virtuelle. C'est toujours sujet à une autorisation du juge qui habituellement, lorsque les motifs ou les moyens qui sont avancés pour le justifier sont raisonnables et s'expliquent, habituellement, la permission est accordée de procéder de cette façon-là. L'évaluation de la crédibilité comme étant une tâche simplement lié à la présence en salle d'audience, faisait partie de la résistance ou du fameux dogme dont je parlais au début, à l'effet que la justice doit être rendue en personne. Mais je vous dirais que ça évolue tranquillement. On constate que dans certains cas, le déficit de crédibilité ne découle pas d'une approche, d'un geste ou d'éléments non-verbaux, mais plutôt de faits qui entre eux se contredisent et on est en mesure d'établir ou de détruire cette crédibilité avec les éléments de preuve qui sont avancés. Et dans certains cas, ça va s'y prêter. On est capable de le faire parce que les faits eux-mêmes ou
la manière dont la preuve s'est déployée. Mais on est en mesure d'établir le déficit de crédibilité d'un témoin parce qu'évidemment, il est contredit par un autre élément de preuve que nous ferons ou que nous avons fait dans le processus. Mais si, en bout de piste, les avocats sont d'avis qu'il y aura ou il y a nécessité que tout le monde soit là en présentiel, bien, il leur appartient de faire en sorte de faire les représentations nécessaires aux juges qui procèdent à l'instruction en amont, donc dans le cadre d'une gestion d'instance particularisée avant l'instruction, et d'établir le cadre dans lequel ils veulent procéder aux interrogatoires des témoins. Mais quant à moi, ce n'est pas un empêchement et dans certains cas, tout le monde est capable de faire son travail à distance avec la même efficacité qu'en présence. C'est parfait. Ça répond à peu près à la question que j'allais vous poser ensuite. Donc, mais il y a une question, un côté plus positif que j'aimerais vous poser. Quels aspects vous ont surpris de la capacité d'adaptation du système de justice et de ses acteurs? Vous ont surpris de façon positive? Bien, comme je le disais tout à l'heure, moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est la rapidité avec laquelle les acteurs de justice ont embarqué dans les audiences virtuelles, ont pris la maîtrise de cette nouvelle approche qui était tout à fait là, qui n'existait pas avant. Ce n'était même pas quelque chose qui était réservé à un petit nombre bien équipé, là, à une clique, ça n'existait simplement pas. Parlons de la chambre criminelle salle à volume, là. Des avocats qui se présentaient de façon virtuelle avant le mois de mars de cette année. Ça n'existait simplement pas. Et maintenant, dans notre district, on a à peu près, je pense, 50 à 60% des présences qui sont virtuelles. Et l'adoption a été extrêmement rapide par les avocats et ça, moi, j'ai été agréablement surpris. Je pensais qu'il allait y avoir plus de résistance au changement. Et dès les premières semaines où on a offert le service, les avocats de la défense ont embarqué, se sont présentés, ont bien saisi également la difficulté que nous avons là, en tant que gestionnaire de cette salle de cours à gérer le trafic. Donc, on a des gens qui sont maintenant, avant c'était facile, là, on avait les avocats qui se présentaient et qui se mettaient en rang dans la salle, puis qui géraient ça un petit peu entre eux. Et là, maintenant, on a les avocats qui sont en salle de cours qui sont encore là. Il y en a moins, mais ils sont encore là. On a ceux qui sont dans la salle virtuelle et il faut que le juge gère ce trafic-là, cette priorité-là. Et dans la plupart des cas, ça a été fait en mode collaboratif. Et ça, j'ai été agréablement surpris de cette participation-là, proactive des avocats de la défense. Monsieur Sabourin? Je vous dirais que ce qui m'a surpris, c'est qu'on est passé d'un système ou d'une organisation qui est nommément le ministère de la Justice, d'une organisation qui limitait ses dépenses, qui les rationalisait d'une façon telle qu'il n'y avait pas d'évolution. On n'avait pas d'espoir d'évolution des choses, là, bien que dans le contexte de Jordan, il y a eu des changements. Il y a toujours ce fameux projet de modernisation de la justice et je vous dirais, là, on en reparlera, j'essaierai d'en reparler avant de terminer notre entretien, mais on est parti d'un système ou d'une organisation qui prenait des mois et des années à évoluer, à une organisation qui tout d'un coup a été capable d'acheter 175 à 200 écrans munis d'une caméra web, capable d'implanter la signature numérique pour les juges au niveau d'une signature numérique en bonne et due forme, qui était capable d'implanter un système d'audience numérique à une vitesse qu'on n'aurait jamais imaginée, qui se fixait à des échéances de 30 jours, alors qu'on aurait probablement fait ça en j'ose presque dire 30 ans, mais je l'ai dit. Bon. Donc, cette capacité de l'organisation puis les ressources dont elle a fait preuve, je pense, est exceptionnelle et ça a été une belle surprise, je pense, pour nous, pour la magistrature.
Et c'est positif parce que ce qu'on a l'impression, c'est que cet élan-là va continuer. J'imagine qu'au niveau budgétaire aussi, ça suivra. Puis évidemment, la justice est un service gouvernemental comme la santé et comme l'éducation. Et on a vu là, que le gouvernement a pu mettre les ressources pour que ce système judiciaire continue à fonctionner. Donc, pour moi, c'est une véritable surprise. Moi qui ai travaillé à essayer de changer des choses avant la pandémie, et la pandémie nous a permis d'en changer plusieurs. Bon, bah ça c'est l'aspect positif, on va dire ça. Voilà, Il y voilà. a 2 autres questions du public que je poserai à la fin qui s'inscrivent très bien en conclusion également. Donc, il y a un défi, que je voulais vous poser la question sur l'accès à la justice et notamment sur la question de l'accès au numérique et à internet qui n'est pas spécialement égalitaire d'un point de vue économique ou géographique parfois tout simplement. Est-ce que selon vous, quelles sont les solutions qui sont déjà déployées ou qui vont être mises en place ou qui devraient être mises en place pour permettre dans le contexte actuel d'améliorer l'accès à la justice d'un point de vue, technologique? Bien honnêtement, je ne pense pas que la fracture numérique soit la principale problématique de l'accès à la justice, quand on parle notamment là, des gens qui sont plus démunis ou encore qui ont des difficultés personnelles à saisir le fonctionnement du système de justice et qui, pour de multiples raisons, n'ont pas accès à de la représentation légale. Donc, je ne pense pas que la principale aide qu'on va pouvoir apporter à ce type de justiciable-là va venir d'un choix technologique, mais beaucoup plus d'outils de soutien, comme les centres de justice de proximité, comme ce qu'on peut voir dans d'autres juridictions, si on se tourne vers, par exemple, la France, où lorsqu'on se présente dans des palais de justice, il y a des fonctionnaires qui sont là pour assister les justiciables à saisir le fonctionnement du système de justice et à les guider et même à les aider à produire leur acte de justice, leur demande introductive d'instance, leur réplique notamment. Et donc, malgré toute la foi que j'ai dans la technologie pour supporter le système de justice, le faire avancer, le rendre plus efficace, pour ce qui est de rejoindre les justiciables qui ont de la difficulté à y accéder au système de justice, je pense encore que la véritable solution se trouve dans l'aide, dans le soutien. La plateforme juridique là, qui a été lancée récemment par le ministère de la Justice est un exemple de ça également. Donc, ce qui manque ou ce qui va le plus aider, je pense, le justiciable démuni face au système de justice, c'est beaucoup plus l'accompagnement, l'information en langage clair et en bout de ligne, lorsqu'il est temps de poser une action, d'avoir accès à une ressource neutre qui leur permet de se diriger dans le système de justice. Et parce que dans le fond, malgré tout, là, la justice, ça se fait avant tout en personne. Donc, à la chambre criminelle, le premier acte que quelqu'un doit commettre lorsqu'il est accusé, c'est de se présenter devant la cour pour qu'il se soumette à l'autorité du tribunal. Et donc, le numérique peut, dans certains cas, changer ça, mais pas dans la majorité des cas. C'est soit avec un avocat, soit en personne qui vont se présenter, mais comprendre leurs droits, comprendre le fonctionnement, ces choses-là, c'est beaucoup plus de l'information qui doit être déployée que des plateformes technologiques, par exemple. Je répéterai à peu près mot à mot ce que Marc-André vient de dire. Je pense qu'il faut poursuivre toute initiative qui permette aux justiciables d'accéder ou de présenter sa demande lui-même via un portail, via certains formulaires plus automatisés, via des questions. On a déjà aux petites créances la fameuse trousse qui permet au justiciable de compléter sa demande sous mode question-réponse. Alors, il faut peut-être aller élargir cette façon-là de faire les choses. Je pense notamment en droit matrimonial actuellement où il n'y a à peu près pas ce genre d'initiative. Et les centres de justice de proximité jouent certainement un rôle, mais l'ensemble des trousses disponibles, évidemment, donnent de l'information, mais ne font pas en sorte que le justiciable peut
lui-même compléter sa demande, présenter sa demande et qu'elle sera traitée par la machine ultimement. Donc, puis évidemment, il faut continuer à déployer, puis ça, peut-être que Marc-André semblait dire que c'est peut-être pas central, mais il faut quand même poursuivre le déploiement de la haute vitesse Internet sur le territoire québécois pour venir d'une région qui est la Naudière, où il y a d'immenses espaces non desservis actuellement. Bien évidemment, cette nécessité-là, je pense qu'il faut continuer à pousser parce que la colonne vertébrale de l'accès à distance à une audience numérique, c'est essentiellement la connexion Internet suffisante qui permet de le faire. Alors, de ce côté-là, on entend puis on voit là, que le gouvernement déploie actuellement de l'énergie puis de l'argent dans ce sens-là, le gouvernement fédéral et provincial, mais ça doit continuer et c'est un prérequis, je pense. Évidemment, le caractère distancié là, des services peut peut-être aller un peu plus loin. Est-ce qu'on peut envisager des points de service plus excentrés dans lesquels on pourrait recevoir des informations? Les centres de justice de proximité, il y en a en principe un seul par région et je me permets d'ajouter que dans la région de Laval-Laurentides-Lanaudière, il n'y en a pas actuellement. Alors évidemment, nous sommes, je pense, la seule région non desservie, ce qui me semble être une aberration. Là, quand on regarde le volume et la démographie ici, et la population, ça me semble particulier. Donc, il faut continuer dans ce sens-là et je pense que l'information, le support, le soutien est la base de l'accès à la justice pour les gens qui n'ont pas nécessairement les moyens de le faire. Eh ben, ça répond beaucoup à cette question. Il y a une question du public qui rejoint en fait la question que j'allais vous poser maintenant. Est-ce que, selon vous, il y a un avant et un après Covid pour la justice et quels sont les aspects qui vont imprégner le système de justice de façon définitive? Et dernière question, quelles sont les améliorations qui peuvent être encore apportées? C'est certain qu'il va y avoir un avant et un après. Je pense que le réflexe que certains ont déjà acquis très bien, d'autres par nécessité, de réorganiser les audiences pour considérer le virtuel comme étant un outil possible. Donc, par exemple, au lieu de reporter un dossier parce qu'un témoin est non disponible, parce qu'en déplacement, par exemple, bien, va proposer au tribunal que la présence soit virtuelle, que ce soit également toute la réorganisation dans la diffusion de la preuve, comme on l'a dit tout à l'heure, on commence à faire ça, mais ça va devenir de plus en plus central à la pratique, je crois. Et d'ailleurs, je pense que le Code de déontologie des avocats vient d'être modifié pour introduire toute la notion de mise à jour des connaissances numériques comme faisant partie centrale des compétences d'un avocat, et c'est certainement lié au virage que nous prenons. Et Benoît en reparlera certainement, mais j'ai l'impression que on est en projet pilote pour la grande prochaine étape qui est le projet gouvernemental de numérisation de la justice sur lequel il travaille actuellement, sur lequel les chantiers sont déjà débutés, où il y a un échéancier qui est publié, tout ça avec un nouveau sous-ministre qui travaille spécifiquement à cette question. Et j'ai l'impression que nous allons pouvoir nous servir de l'expérience que nous avons vécue, qui est somme toute très limitée, mais qui est patente quant à ses résultats, pour appuyer ce virage numérique là, auquel nous convie le gouvernement du Québec dans les prochaines années. C'est clair qu'il y aura un avant et un après COVID pour la justice. Et le système judiciaire a fait la preuve peut-être malgré lui, parce que, évidemment, on n'a pas eu le choix d'aller vers certains changements importants, dont on fait la preuve malgré lui, là, qui est capable de changer en profondeur et rapidement. Et maintenant, ben, il faut faire le pas de plus. Depuis Jordan, on sait que le ministère a pris très au sérieux là, ce coup de barre qu'il fallait donner.
des ressources financières ont été ajoutées, des ressources humaines aussi, à tous les niveaux du droit criminel, donc du système de droit criminel. Maintenant, le projet dont Marc-André parle, il a un nom, il s'appelle Lexius, Lexius. C'est un projet qui vise d'ici le 1er avril 2023 à dématérialiser le dossier papier et en faire un dossier 100% numérique avec toutes les implications qu'il peut y avoir en lien avec cette opération-là. Donc, actuellement, au moment où on se parle, des gens du ministère de la Justice travaillent sur ce dossier-là à temps plein dans un échéancier extrêmement serré. Ce projet est divisé en 7 cibles différentes. Je n'entrerai pas dans les détails, puis on pourra peut-être éventuellement voir comment on pourrait communiquer à vos participants où en est ce projet, puis ça se ferait, je pense, via le ministère de la Justice lui-même. Là, mais actuellement, on en est à établir les besoins d'affaires en lien avec ça. On en est à vérifier ce dont on a besoin pour y arriver. Et je pense que l'impulsion que la COVID nous a donnée dans l'aspect positif, puis on pourrait parler longuement des aspects négatifs, et ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas besoin de le faire, là, mais ce qui est intéressant, c'est que cette preuve-là que l'on a fait, qu'on est capable de s'ajuster rapidement, va nous être très, très utile lorsqu'on fera des changements là, vraiment importants. Et je pense que la disparition du papier dans la justice au Québec est un souhait qu'il faut chérir et il faut y travailler. Et je pense qu'il y a un défi pour les membres du barreau là, de participer à ce virage. Donc, je pense que vous devriez tous amorcer une réflexion et des vérifications sur ce que l'excuse pourrait être et comment ça pourrait changer votre pratique. Je pense que les étudiants actuellement dans nos facultés n'auront peut-être pas de papier entre les mains, à part pour des dossiers existants, mais pour les dossiers futurs, je sens actuellement une volonté extrêmement ferme d'y arriver dans ces délais-là. Alors oui, il y a un après, puis justement, ça arrive à un moment où on est capable probablement d'absorber puis de travailler dans ce sens-là. Mais je rebondis, je sais pas, c'est pas dans les questions que j'avais prévues, mais justement, ça me fait penser suite à l'école d'été qu'on a donnée l'année dernière au laboratoire, il y a beaucoup d'étudiants qui sont étonnés de tous les changements qui sont en train de se produire. Est-ce qu'on ne devrait pas justement les préparer, les futurs acteurs judiciaires, dès maintenant, à cette transformation? J'en suis convaincu. Les futurs comme les actuels, la gestion du changement va être centrale au succès des différentes phases du projet Lexus parce que ça va, pour tous les acteurs, changer la donne. Le greffe numérique nous donne un petit goût de ce que c'est. Donc, on peut maintenant produire nos pièces directement de la maison. On peut se présenter en salle de cours avec un équipement accessible à tous. Et donc, il faut encourager tous ceux qui ont à intervenir devant les tribunaux à voir venir ces choses-là et non pas que ça devienne un peu comme on l'a vécu avec les audiences virtuelles, là, du jour au lendemain, un coup de barre, puis là, tout le monde doit s'adapter. Et alors que les choses roulent déjà, c'est certain qu'il va y avoir un devoir d'information et de formation sur comment ça va fonctionner. Mais je suis convaincu que le ministère de la Justice et l'équipe qui est en charge de ce projet-là tiendra ça en compte parce qu'ils ont bien à cœur, pour avoir interagi un peu avec eux, le succès. Ils comprennent bien que ce n'est pas juste de déployer une plateforme, mais c'est de changer les habitudes et d'amener les acteurs à adopter ces nouveaux moyens-là. Donc, à cet égard-là, je pense que la perspective est très positive, là. Mais il va falloir le faire, c'est sûr. Et évidemment, c'est un peu périlleux actuellement de vous dire de quoi auront l'air ces solutions nouvelles, mais il faudra que dès qu'on les connaît, qu'elles soient suffisamment publicisées, qu'elles soient suffisamment définies pour
pour permettre au réseau universitaire, puis permettre au barreau, dans le cadre de sa formation permanente, pour permettre au barreau, dans le cadre de son école de formation, de préparer tout le monde à ce changement-là. Puis le changement, je le résumerai comme suit, c'est qu'on va passer d'une ère de traitement de papier à une ère de traitement d'informations et de données. Et dorénavant, on va pouvoir gérer, traiter cette information, y donner un sens et nous permettre souvent d'évaluer des choses beaucoup plus rapidement qu'on le fait actuellement. Fixer un dossier pour instruction en ce moment pour un coordonnateur comme moi, bien, ça suppose que j'ai évalué le dossier, je l'ai étudié en fonction de la lecture du papier. Donc, il y a un geste à poser dans chaque cas. Et dorénavant, bien, ce que j'aurai à lire, c'est probablement un traitement de l'information qui aurait été captée au fur et à mesure de l'évolution du dossier, une espèce de résumé de ce que le dossier représente quant à sa preuve documentaire, sa preuve testimoniale, quant aux particularités des questions en litige. Et on pourra probablement réussir à en faire plus à partir de ce moment-là. Alors ça, c'est révolutionnaire, mais en même temps, c'est déjà implanté dans d'autres secteurs économiques. Et dans ce cas-ci, c'est extrêmement important qu'on arrive à ça parce que c'est actuellement difficile d'imaginer qu'on va faire du virtuel en audience puis on va encore avoir du papier au même moment. Je vous remercie. Pour en revenir aux audiences virtuelles, j'ai une question du public sur un sujet qui a fait beaucoup parler, sur le décorum des avocats pendant les audiences virtuelles. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a eu des cas au Québec et qu'en pensez-vous finalement? On a entendu parler d'anecdotes. Je ne pense pas que ça vaille la peine de les mentionner, mais rapidement, sur la base de celle-ci, mais aussi, je pense, d'une expérience qui a été vécue dans d'autres juridictions. À la Cour du Québec, nous avons imposé le port de la toge pour les avocats, même en présence virtuelle. Donc, on comprend tout à fait qu'il est un peu particulier d'être dans sa cuisine pour faire sa présence à la Cour et de mettre sa toge. Cependant, le virtuel a, de par sa nature, tendance à amener une familiarité qui n'est pas nécessairement compatible avec la tenue d'une audience en salle de cour. Donc, c'est un des moyens qu'on a trouvé. Mais oui, il y a eu des cas, c'est des anecdotes. Je pense qu'une des grandes différences, cependant, en chambre criminelle, c'est pour les prévenus qui sont amenés en salle de cour par le biais d'un système de visioconférence et qui, il faut bien le saisir, là, la réalité de ce que c'est auparavant était amené avec des menottes dans un autobus, avec des fouilles et tout ça, et qui étaient amenés pour leur présence en salle de cour pour un 5 minutes et qui reprenaient le même chemin inverse très souvent dans l'autre sens. Et avec cette entrée en salle de cour, avec les gardiens, avec tout ce que ça amène, l'environnement qui impose un décorum. Et alors que maintenant, ils sont dans leur milieu de vie, ils s'en font retirer quelques instants, ils s'assoient devant la caméra, se présentent en salle de cour et repartent. Donc, du côté des justiciables détenus, il y a des cas. Récemment, j'ai lu la décision Marion de mon collègue Galiatsatos à Montréal où on en parle particulièrement. C'est une histoire d'outrage au tribunal, mais somme toute, c'est anecdotique et ce n'est pas très répandu et c'est principalement lié à des justiciables détenus au niveau de la chambre criminelle, là. Mais au niveau des procureurs, il n'y a pas de problématique de notre côté. Si nous avions eu aujourd'hui un collègue ou une collègue de la Chambre de la jeunesse, on aurait probablement eu certaines expériences qui auraient pu être apportées. Puis évidemment, il y a un défi en jeunesse, notamment lorsqu'il est question d'entendre un enfant qui
dans le cadre de l'enquête que le juge tient et tout ce qui peut entourer l'enfant au moment où ça se passe, évidemment. Mais je vous dirais que c'est très anecdotique là, ce qui nous est rapporté au sud du Canada. On a peu d'exemples, il y en a, et je pense que, évidemment, il y aurait peut-être intérêt à clarifier ces règles-là. Tu sais, j'ai certains avocats qui m'ont demandé s'ils devaient se lever alors qu'ils sont à leur bureau et qu'on ordonne l'ouverture de l'Assemblée. Puis j'aurais tendance personnellement à y aller très simplement, puis en disant, honnêtement, je ne sais pas pourquoi vous vous levez encore, mais c'est une règle de protocole qui date de tellement longtemps. Ce serait peut-être le temps de regarder cette règle-là aussi. Mais peut-être qu'on devrait écrire effectivement dans nos règles, dans nos règlements respectifs, ajouter un petit chapitre audience virtuelle et ça clarifierait ça pour tout le monde. Bon, voilà. Donc, c'est ce que je pouvais peut-être dire là-dessus. C'est vrai que la question des rituels de justice se pose assez bien en ce moment. Parce que les gens ne savent pas forcément, pas seulement dans la justice, il y a plein de domaines où des fois on se dit mais est-ce que je dois continuer à pratiquer de la même manière? Du coup, est-ce qu'il faut pratiquer de la même manière mais virtuellement? Ou est-ce que, vous l'avez dit, on a parlé du changement des habitudes parce que ce n'est pas une question juste technologique. Donc, qu'est-ce que vous en pensez en général? Est-ce que ça rejoint un peu la question du public qui vous demande, vous êtes favorable aux audiences virtuelles, apparemment, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a des collègues qui sont réfractaires et est-ce que l'accompagnement qui leur est disponible soit semblable pour le justiciable dans l'ensemble des districts et des champs de pratique? Il y a deux aspects. Il y a être réfractaire justement à cause de cette baisse du décorum ou du côté sacramentel un peu de la présence à la cour. Il y a ça, puis il y a l'aspect technologique. Au point de vue de l'aspect technologique, tous les collègues qui ont besoin de soutien peuvent en obtenir rapidement et facilement, tant du ministère de la Justice que des collègues qui sont plus ferrés là, en matière de technologie, dont Benoît et moi faisons partie d'une équipe là, qui pouvons soutenir nos collègues au besoin. Pour la première question, bien évidemment, on ne peut pas imposer au juge la manière dont il gère sa salle. Nous sommes indépendants dans nos salles de cours. Nous pouvons certainement les appuyer, les soutenir, mais au point de vue de cette ouverture d'esprit par rapport aux nouvelles manières de faire, je ne pense pas que nous ayons beaucoup d'outils pour contraindre, mais nous avons certainement en collégialité là, énormément de moyens pour, dans la discussion, dans le partage de meilleures pratiques, nous avons certainement la possibilité là, de les appuyer. Je vois deux choses. Le législateur pourrait éventuellement décider d'encadrer, puis là je parle du code de procédure civile, parce qu'au niveau du code criminel, c'est autre chose, mais pourrait décider d'encadrer cette activité et de venir dire des choses plus claires sur cette question-là. On s'entend sur le fait qu'actuellement, il y a certains articles du code de procédure, puis même ça fait partie des principes directeurs de la procédure de privilégier les moyens technologiques lorsqu'ils sont disponibles. Alors, il y a déjà là une intention du législateur qui est clairement exprimée dans le code de procédure. Bon, alors ça, premier élément, puis pour l'instant, même dans le dernier projet omnibus là, du ministre de la Justice, il y a quelques éléments, mais on n'a pas encore dit officiellement là, que le mode virtuel est devenu un mode sur lequel on n'a pas de discrétion en tant que juge. Mais il y a aussi les directives que les juges en chef peuvent donner de temps à autre. Moi, je vous dirais qu'actuellement, il y a aussi une variation régionale sur cette question-là. Je compare un petit peu le travail des avocats à un labyrinthe et chaque avocat actuellement doit se poser la question, j'ai un dossier à Laval demain, que puis-je faire? Puis-je le faire virtuellement ou non?
À Québec, il y a d'autres règles. Donc, actuellement, il y a une multiplicité de règles qui ne sont pas toujours les mêmes, qui font en sorte qu'il n'y a pas de tendance qui se dégage. Et au nom de ça, bien, certains collègues pourraient dire l'élément virtuel n'est peut-être pas le premier choix. Par ailleurs, la Cour du Québec a volontairement choisi l'expression semi-virtuelle que vous voyez un peu partout dans nos plans de continuité de service notamment. Et derrière cette expression, il y a toute une conception que la Cour du Québec met de l'avant. Alors, la Cour du Québec, en ce moment, l'audience totalement dématérialisée. Donc, la greffière n'est pas au palais de justice, le juge n'est pas au palais de justice, les avocats ne sont pas au palais de justice. Tout le monde n'est finalement pas au palais de justice, n'est pas une approche que nous privilégions. Nous sommes d'avis qu'à la Cour du Québec, que le palais de justice en soi doit continuer à être utilisé, servir. Le juge doit pour le moins y être, la greffière aussi. Et donc, cette valeur-là qui est exprimée bien, peut avoir un effet sur les possibilités d'obtenir des audiences virtuelles. Mais je vous dirais que dans la mesure où c'est la solution pour que l'audience ait lieu ou encore qu'il y a un avantage et pas d'inconvénient, c'est de persuader nos collègues dans ce sens-là, puis c'est de s'assurer que lorsque c'est possible, bien, ça devrait être considéré sérieusement. Mais pour le reste, je suis d'accord avec Marc-André, on entre à ce moment-là dans la sphère de l'indépendance judiciaire, puis dans la gestion de la salle, et ça, bien, ça appartient au juge. Ben, je vous remercie. Est-ce que, une petite question de conclusion, que retenez-vous finalement, excusez-moi, je perds ma voix, de cette année judiciaire? Et là, ce n'est pas l'Internet, là. Non, non, c'est ma voix qui a disparu en chemin. Voilà. Vous m'avez enlevé ma voix. Bon. Pour répondre à votre question, moi, ce que je vous dirais, c'est que ce que j'en retiens, c'est premièrement le caractère essentiel du fonctionnement de la justice. On l'a senti quand on a interrompu nos activités pendant quelques semaines, combien il fallait qu'on revienne rapidement en service, qu'on puisse offrir nos services aux citoyens et que ce soit pour tout le monde, là, les prévenus qui ont des conditions ou encore qui sont détenus, les victimes qui s'attendent à être entendues, les avocats qui veulent que leur dossier procède parce que c'est leur revenu. Il faut que la justice fonctionne et face à une situation hors de notre contrôle et à ce constat-là, on a réussi, je pense, à prendre le dessus sur la situation, remettre le système sur ses rails et à recommencer à offrir un service aux citoyens de qualité, disponible, accessible également, là, dans les limites qu'on connaît, bien évidemment, c'est un autre débat. Mais ce que je retiens de tout ça, c'est que tous les acteurs du système de justice ont travaillé ensemble pour arriver à cette remise en service du système de justice pour faire en sorte que les choses puissent, que les situations puissent se résorber et se conclure. Je vais répéter la même chose. Le système judiciaire a prouvé qu'il est capable de changer en profondeur rapidement. On a maintenant la preuve que le gouvernement est en mesure de financer ces changements-là puis de faire en sorte qu'ils soient apportés rapidement. Il ne faut simplement que continuer sur cette lancée-là. Et j'invite tous les acteurs du monde de la justice à s'intéresser au projet Lexius, à voir de quelle façon ils peuvent influencer le déroulement de ce projet-là, comment ils peuvent alimenter la réflexion des gens qui gèrent ce projet-là. Et on est actuellement au stade de la conception, de l'évaluation des besoins. Alors, j'encourage tout le monde de toutes les origines et de tous les endroits à faire en sorte que ce qu'on va obtenir ou ce système-là qui va commencer à fonctionner dans le meilleur des mondes, et on nous le promet en avril 2023, puisse répondre à nos besoins, répondre aux besoins des justiciables, répondre aux besoins de la communauté juridique.
Est-ce que le public a une ou deux dernières questions avant qu'on clôture la discussion? Je pense que ça a pas mal répondu à toutes les questions qui se posaient. Je vous remercie. Ça a été vraiment une conversation très intéressante et je suis ravie d'entendre que finalement, cette pandémie a eu des effets positifs et surtout a encouragé un changement positif et technologique parce qu'on avait remarqué quand même qu'il y avait quand même une résistance assez importante au changement technologique et ça prouve que non, finalement, ça avance. Donc, je voudrais vous remercier de la part du laboratoire de cyberjustice de la chaire Lexoum et je pense qu'on va poursuivre cette conversation et certainement aussi avec la Chambre de la jeunesse. Ça serait aussi intéressant d'avoir leur opinion, comme vous l'avez mentionné. Je vous remercie et je vous laisse aller. Merci de Merci à l'invitation. vous. Merci pour l'invitation. Au revoir. Merci. Au revoir.